Et l'utilité de ce genre d'endroit, de ce musée, on va appeler de cette institution, quand même, tu me rappelles un peu à nos amis, deuxième musée d'Île-de-France, c'est ça? Oui. Quand même, en fréquentation. Le Parisien nous a classé deuxième musée d'Île-de-France. Oui. Voilà. Après les Parisiens. On est passé avant Fontainebleau. Juste après Louis-Stein. Oui. Donc voilà, moi j'ai ma petite anecdote qui me fait songer au fait que c'est vraiment utile, c'est mes propres enfants, qui sont belges aussi, peut-être d'où la réflexion après, qui déjà sont nés avec ça en main, tous, vous connaissez le problème, ils ne savent même pas ce que c'est un téléphone, un cadran qui tournait. Un fil. Avec le fil, etc. Déjà, ils ne savent pas ce que c'est ça, j'ai dû leur expliquer. Et là, grâce à nos amis ici présents, on va enfin pouvoir leur expliquer ce que c'était l'époque où il n'y avait pas de téléphone, où il n'y avait pas de télé, où on regardait la radio, souvenez-vous, enfin, moi je n'ai pas connu ça, mon grand-père a connu ça, on écoutait la radio en famille et on la regardait comme si le gars qui parlait était devant, en fait. Et tout ça est une époque révolue. Alors, je ne dis pas que c'était mieux, que c'était moins bien, je ne dis pas ça du tout. Oui. Mais je dis simplement qu'il faut savoir d'où on vient, qu'il faut tirer du passé des enseignements. On peut épiloguer sur, en politique aussi. Non, on ne va pas parler politique. Non. Mais il faut savoir pourquoi existent des choses maintenant qui remplacent des choses d'autrefois, qui avaient une âme, qui ont servi à faire évoluer ce pays et le mien aussi, en l'occurrence. Une charrue ici, c'était une charrue chez nous, hein, c'est clair. Vous avez les mêmes mots? Elles étaient meilleures chez nous. Elles avaient les mots carrés chez nous. Bon, les terrains étaient plus petits surtout. Donc voilà, donc je me félicite et je me réjouis d'être enfin ici. Je dis enfin ici, parce que ça fait longtemps que j'entends parler de votre endroit, Viviane, et que je sais que même France 2 avait hésité à y retourner un affaire conclue ici. Oui, mais j'avais inventé de déménager toutes les scènes. Oui, c'est ça. Alors j'ai dit non. Alors c'est pas ça, parce que effectivement on est venu avec toute l'équipe de France 2 et tu nous as accueillis d'une manière formidable, vous nous avez accueillis d'une façon, ils ont adoré. Non, c'était la question que vous allez voir pour ceux qui ne connaissent pas encore le musée, c'est que quand on fait une émission de télévision, il faut beaucoup de lumière. Et c'était la scénographie au niveau de la lumière qui était compliquée. Et effectivement, quand ils ont commencé à dire, alors quand on voit les heures qui passent pour faire une scène, alors on va peut-être déplacer ça, j'ai vu, ils se sont décomposés, ils ont fait, on va peut-être attendre un peu. Et enfin, pour clore ma petite intervention, ce musée a une extraordinaire idée, qui est celle d'ouvrir un restaurant juste à côté. Et en ce qui me concerne, c'est plutôt un plus. D'autant plus que le restaurant a bonne réputation et qu'on y mange. Délicieux, ça c'est vrai. Chez grand-mère, j'avoue. Alors en fait, on savait, en ouvrant le musée, Jérôme et moi, on savait très bien qu'un musée privé ne peut pas vivre de ses entrées. Et on s'est demandé comment on allait faire. On allait aller à la chasse aux subventions, mais c'est pas très simple. Donc, on a ouvert le restaurant, qui est une SARL, mais je dois vous dire que le musée est un fonds de dotation. Ce qui veut dire qu'aucun euro des entrées, de la boutique, même du restaurant, du café, ne va dans notre poche. Fonds de dotation, c'est-à-dire qu'on a tout donné une fois qu'on l'avait fait. Les terrains, les bâtiments et les collections. Pour la pérennité du musée. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait un jour un arrière-petit-enfant qui ne nous a pas connus, qui se dise, mais dans ce cas, il y a de la valeur, on n'est pas forcément aux ormes, on va tout vendre et au revoir. Eh bien maintenant, c'est pas possible. Donc on a créé ce fonds de dotation pour la pérennité du musée. On ne peut pas y toucher. Donc vous savez que si vous faites des dons, si vous faites des legs, c'est défiscalisé. En revanche, on s'est dit, il faut ouvrir un restaurant qui, lui, est une SARL. L'argent ne va pas non plus dans notre poche. Mais ça a servi... Elle va dans la mienne. Non, je plaisante. Mais ça a servi, par exemple, quand il y a eu le doublement de la facture d'électricité, on aurait pu fermer le musée. Et là, notre expert comptable nous a dit, eh bien, vous pouvez faire un don, le restaurant peut faire la SARL peut faire un don au musée pour le faire vivre. Donc vous voyez, c'était pas inutile. Bien sûr. Alors, c'est pas facile, hein, l'économie d'un musée. Et si je peux me permettre, on en discutait avec Jérôme, et Jérôme, tu reprendras la main suite à ça. Alors Jérôme est très inquiet, surtout la personne qui a organisé, qu'est-ce qu'elle va dire, Caroline. Je pense que ce musée, c'est un musée vivant.
Un musée, souvent, c'est un musée, on ne peut pas toucher, on n'a limite pas le droit de parler, on se croirait dans une église quand on est dans des musées. Ici, c'est un musée vivant, il y a, comme le restaurant. C'est un musée où on a envie de parler, de s'exprimer. Et je pense, et c'est ce qu'on se disait avec Jérôme, j'ai eu la chance de dîner avec mes amis hier soir. Et évidemment, qu'est-ce qu'on a mangé? Tout ce qu'il y a autour. Les asperges de la ville de... Evelyne est là. Evelyne, où es-tu? Evelyne, les asperges, la folie. Les œufs coco. Non mais chez nous, les œufs, on pense pas que ça sort du cul d'une poule, tu vois. On pense que ça sort d'un carton où l'œuf, il n'a pas de couleur. L'œuf, il est orange ici. Il a du goût. Non mais ça paraît idiot. Et je trouvais que tu avais émis une idée qui me paraissait vachement sympa. C'est-à-dire de mettre en scène, en plus de la vie d'autrefois, de chez grand-mère, et ben tous ces métiers extraordinaires où on mange de la vraie nourriture qui sort d'une vraie poule qui a mangé de la vraie herbe, des vrais vers, que les asperges elles poussent pas en l'air ou comme les... Et en même temps, dans ce musée, créer la vie d'aujourd'hui, qui était la vie d'autrefois et qui fait qu'on mange bien. Parce que le bien manger fait partie de notre culture et de notre patrimoine aussi. Et je trouvais que ça, c'était une bonne idée. Alors moi, je suis... Parle plus fort, hein. Je suis né en Périgord. Et voilà, les truffes. Périgord, c'est la bonne table. Et surtout, ce qui me frappe en entendant ces discussions, c'est que j'ai un père qui était né en 1887. Alors, quand je regarde les almanachs, si je peux dire, je regarde et je me dis, attends, 1887, et je refais les calculs, et c'est vrai que ça paraît très très loin. Mais l'avantage, c'est qu'il nous a appris une chose, c'est que chaque fois qu'on se faisait punir, c'était, moi qui ai connu le début de l'électricité, du train, de la radio, de la télévision, tout, et en fait, ces années passées, sans qu'on s'en aperçoive. Parle plus fort, mon cœur. Ou alors parle plus près du micro. Vas-y, on te branche. Bon, voilà. Et maintenant, je dis, tout ça, ça m'a apporté. Je suis né à la campagne, donc j'ai vu tout ce qui se passait, en effet, les traits et ceci. Il n'était pas très bon à l'école, alors il était à la ferme toute la journée. Ah oui, mais il fallait que les vaches, mon père était tombé malade, et tout à coup, il m'a dit, va t'occuper de la propriété à 12 ans. Il me dit, n'oublie pas, les vaches, ça mange, donc il faut qu'il y ait du foin, il faut qu'il y ait des graines et tout ça. Et à 12 ans, il m'a expliqué comment ça marchait, et puis il a dit, t'as qu'à y aller. Donc ça forme énormément, et ça m'a surtout beaucoup aidé pour faire le musée, parce qu'il y a des scènes qui sont totalement conçues, si je peux dire, c'est-à-dire remettre des atmosphères, des odeurs et des choses comme ça, et on est arrivé à faire ce musée qui, quelquefois, on dit il est trop petit parce qu'on a beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai qu'à certains moments, une fois qu'on aura un petit peu digéré ça, il faudra penser à un marché ou quelque chose comme ça qui soit bio des gens du coin pour essayer de redonner une vie. Et ça, c'est, je pense, la meilleure des choses parce que l'intérêt du goût et de ce qui a existé dans le temps, c'est essentiel. C'est une partie de la culture aussi. Donc voilà, donc en associant toutes ces idées et ces connaissances différentes, eh bien on continue et bon, pour le moment j'ai retrouvé dans une destruction d'une usine dans le coin des charpentes de Eiffel, donc je les ai récupérées, je ne sais pas ce qu'on va en faire demain, mais ça sera certainement à niveau des constructions et on a encore plein de réserves et plein d'objets qui doivent être placés, mais maintenant il faut donner un but, c'est-à-dire que les gens qui viennent apprennent quelque chose ou réalisent que tout n'était pas si facile et qu'on vit dans une époque très facilitée, mais à force d'être si facile, tout est compliqué. Bon, c'est encore pire. Donc, avant ça, il n'y avait pas de choix, maintenant il y a trop de choix et c'est très difficile. Voilà, donc on est toujours là en disant il faut faire mieux dans tous les sens, que ce soit au niveau du restaurant ou quoi, et avec cette idée surtout de partage de notre connaissance, de notre expérience et de ce que l'on a, de ce qu'on apporte à travers des scènes ou un sachant, c'est-à-dire un forgeron, c'est un forgeron, mais un menuisier peut arriver, il voit le stand ou la scène qui est devant ses yeux, s'il veut, il rentre et peut fabriquer avec des outils qui sont là.
Donc c'est très réaliste. Et disons que notre gros point maintenant que c'est fait, c'est l'entretien de tout ça. Parce qu'il y a des animaux là-dedans, il faut qu'ils perdent leur pelage ou leur fourrure ou quoi. C'est pas la même chose que laisser mouiller les clochers de forgerons, etc. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en place, et surtout ce partage qu'on peut avoir tous, d'en parler autour de nous et d'apporter une connaissance supplémentaire et surtout des visiteurs supplémentaires. Et puis des visiteurs qui reviennent, pas qui ne viennent qu'une fois. Voilà. Donc le coup des saisons, par exemple, je pense que tu vois, quand on va dans une des scènes où tu as le mouton qui... Ben, il y a une saison à ce moment-là. Quand on tombe un mouton, et ben, à ce moment-là, on mange une certaine alimentation parce qu'il faut arrêter d'aller acheter, je ne sais pas dans quel pays, un fruit qui n'existe pas à cette saison et réapprendre aux gens à vivre comme on vivait à l'époque. À l'époque, il y avait 4 saisons. Bon, c'est vrai que les saisons, elles ont un peu changé, mais on va continuer à l'écrire, parce qu'il y en a quand même 4. Et en fonction du musée, de dire, ben, vous savez, à cette époque, eh ben, on mangeait ça. Et c'est ce qu'on mange en ce moment parce que c'est légitime, parce que notre corps a besoin de manger plus, boum, l'hiver que l'été, plus pour... Et je pense que c'est ça qu'il faudrait faire pour pas venir qu'une fois au musée, mais que les gens se disent, au moins... Moi, dans l'année, je veux venir 4 fois minimum, parce qu'il y aura 4 thèmes, parce qu'il y aura 4 saisons, et je trouve que c'est ce petit côté ludique et sympa que vous devriez faire. En fait, et moi je serai là à chaque fois, en fait, c'est pour revenir moi. Hein. Chez toi, Caro. Il y a une question. C'est un ancien compagnon tailleur de pierre. Ah. C'est pas une question, c'est plutôt un encouragement à l'entreprise que vous avez vaillamment entreprise, excusez-moi de dire à votre âge, j'ai le même âge, parce qu'on est un peu usé quand même. Vous êtes vachement jeune, vous savez que pour nous en antiquité, vous ne valez rien. Ah ben oui, 100 ans dans l'humanité, ça ne veut rien dire. C'est pour vous encourager à continuer, et puis, vous l'avez dit, c'est de se renouveler. Et par le biais des conférences que vous faites, ça peut, qui sont en collaboration avec ce que vous représentez par les vitrines, qui peuvent entraîner à ce que ce musée soit visible. Tu as fait une conférence récemment d'ailleurs, oui. avec pas mal de... En fait, voilà, sur la parce que quand on est porteur d'un projet, c'est notre bébé. Et bon, malheureusement, on n'est pas éternel. Et que la suite... Je te rappelle que c'est mon petit-fils qui aujourd'hui a 31 ans qui m'a fait faire le musée. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a de la suite. Hein. Très important. On ne va pas le laisser tomber. Parce qu'il y a plein d'associations qui meurent parce que les porteurs de projets ne sont pas inquiétés de la suite. Alors ça aurait été dommage que ça... C'est quoi le prénom de ton ami Claude. Claude, il n'a pas écouté ce qu'a dit Vivi tout à l'heure. Si, qu'est-ce qu'elle a dit, Viviane? Qu'ils avaient tout donné pour que pérenniser l'affaire et que dans 2500 ans, il existera encore ce musée. Quand j'ai connu ce couple, c'est tout simplement abré. En 2 mots. En faisant vos courses, je suis sûr. Ils avaient fait entasser un tas d'outils, et moi je collectionnais des outils. Je me penche pour regarder. Viviane, elle me dit, non, ça c'est acheté. Je peux regarder. Et puis elle a pris mon téléphone, elle a pris... vous vous souvenez, c'était à la brocante de Bray. Alors, je vous encourage à continuer. Si on peut aider un petit peu, eh ben, bravo. Pas de problème. Merci Claude, et merci pour le don que tu as fait récemment. Tu nous as expliqué que c'était l'ancêtre de la bétonnière. Et en fait, c'est un manche avec un bout de ferraille au bout. Pour remuer le béton. Le sable. Monsieur, vous parliez tout à l'heure du téléphone, de la télévision. Nous, commune de Lustaine, je suis à 4 km. Il a un très joli musée aussi. Ah, c'est autre chose, mais c'est à notre échelle et c'est très bien. Et tu viens souvent nous accompagner. Oui, je voudrais simplement dire, parce que je parlais de la télévision. J'étais gamin. Je devais avoir, je dirais pas 8 ans, 9 ans, 10 ans. Dans notre village, ce fut pratiquement la première commune qui a
acheter la télévision. En noir et blanc, il y avait En noir et blanc. Il n'y avait qu'une télévision. Le midi, on regardait l'émission scolaire. On se rassemblait, les gens se rassemblaient, hein, comme tu disais. C'était génial, c'est vrai. Et bon, il y aurait bien d'autres trucs comme ça. Une dernière, ça doit être pareil, dans les mêmes années, il y a eu la variole. Et les gens des alentours étaient venus à l'Huitaine, à l'école, pour se faire vacciner. Aujourd'hui, vous rentrez avec les pieds sales à l'école, on vous fout dehors pratiquement, vous voyez, j'exagère. C'est vrai qu'il y avait une certaine convivialité. La vie était dure, mais j'ai des très bons souvenirs. Je pourrais vous en raconter. Moi je me pose cette question, est-ce que la vie était plus dure parce que physiquement, c'était des boulots physiquement durs, ou la vie n'est pas plus dure aujourd'hui pour nos enfants qui, dès qu'ils allument la télé, on voit des morts, on voit des guerres. La vie était beaucoup plus dure avant. Mais les gens faisaient avec. Moi, ils n'avaient pas le choix, ils faisaient avec. Aujourd'hui, ils disent c'est dur. Ils étaient beaucoup plus aujourd'hui, ils sont dans le confort et il ne faut pas travailler beaucoup de vacances. C'est l'horreur, mais c'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui pour les jeunes. La vie est plus simple aujourd'hui, et qui c'est qui complique la vie? Ce sont les gens. C'est l'être humain qui se complique. Mais la vie était beaucoup plus difficile. Parce que lorsque vous faisiez, pour n'importe quelle corporation, c'était 8 heures, 10 heures par jour. Et même les enfants pour aller à l'école, ils marchaient pendant 2 heures. Et aujourd'hui, on va comparer aujourd'hui, si vous me permettez. Aujourd'hui, il y a un tout petit peu de neige, 2 cm, on ne va pas travailler. Il y a la 10, le lendemain, on part au sport d'hiver. Les gens, ils n'avaient pas les transports, ils partaient, le menuisier, moi j'ai connu des menuisiers, ils partaient à pied avec la carriole, même à 5, 6, 7 km. Aujourd'hui, même pour faire 100 mètres, on prend la voiture. Les départements, plus personne ne prend rien en charge. Avant, tu prenais devant chez toi. Aujourd'hui, il faut toujours que ce soit les autres. On dit à des assistés, mais ça, c'est un autre débat, les amis. On a dit qu'on ne parlait pas politique. On a dit qu'on ne parlait pas politique, nous sommes bien d'accord. Et pourtant, c'est ce que vous faites. La vie d'autrefois nous amène à parler de la vie d'aujourd'hui. Pour l'analyse des objets. J'ai pas compris, monsieur. Pour l'analyse des objets, il y a eu le concours de certains doctorants. T'as eu un concours? C'était pas un concours, c'était le RAID. C'est-à-dire quand le RAID, oui. C'est-à-dire, oui, c'est concours dans ce sens-là. Lorsqu'on ne connaissait pas un objet, ce qui arrive quand même de temps en temps, on demandait à ces personnes d'identifier, de voir exactement quelle est l'origine de l'objet. Parce que dans la vie d'autrefois, il y a quelques objets ou quelques outils qui sont déterminés, qui servent à une chose bien précise, mais la plupart des paysans réutilisaient une vieille faux pour faire un couteau, etc. Et il y a des objets qui sont difficiles à identifier parce qu'ils ont perdu leur fonction première et ils ont été réutilisés pour ne pas être jetés. Et c'est ça qui était difficile à étudier. Il y a beaucoup de gens qui fabriquaient leurs outils. Enfin. Oui. Donc, et les doctorants, c'est là-dedans qui nous aident en disant pour telle et telle raison, l'âme est par exemple, il y a quelqu'un qui est un allié de ma famille, c'était Guillaume Pellerin, le père d'Éric de Turckheim qui a le château de Reville. C'était le plus grand collectionneur d'outils de jardin. Et c'est vrai que de temps en temps, j'allais le voir en lui disant qu'est-ce que c'est que cet outil. Et lui, il avait je ne sais combien de livres, il se mettait le nez dans tous ces livres et il me sortait le nom de l'outil et l'utilisation. C'est beaucoup de travail tout ça. Et pendant les 15 ans où on a recherché, on a attendu que ça pour pouvoir ouvrir, on a fait beaucoup de recherches. Moi j'ai lu personnellement beaucoup de chroniques. Les chroniqueurs, c'était les ancêtres des journalistes. Et il y avait aussi des instituteurs qui écrivaient, en fait les gens qui savaient lire et écrire, les curés. Et quand vous lisez tout ça, vous découvrez la vie d'autrefois et ça nous a servi, ça nous a inspiré. L'année qui a été établie par Viviane, nos ambitions aussi, voilà, parce que c'est une des... La communication qui a été faite, le nouveau site internet, voilà. Alors, pas seulement, il y a d'autres expositions qui vont avoir lieu. Il va y avoir une exposition sur l'aventure du rail avec exposition d'objets
d'un cheminot du 19e siècle. Ça sera très amusant aussi. Avec la magnifique composition qu'a fait Jérôme, surtout. Ah, mais ça, c'est sublimissime. Ah, bah oui, mais là, ça, ils vont voir tout à l'heure quand ils vont revisiter le musée. Extraordinaire. Et puis, cet été, dans la cour de ferme, il y aura une pièce de théâtre. Et là, il y a un certain nombre de personnes qui sont en train de s'entraîner, de bénévoles. Ça va s'appeler Les Fiancés des Ormes. Et ça sera tous les samedis soirs entre le 4 juillet et le 16 août. Alors j'espère que vous viendrez nombreux pour les applaudir. Puis après vous pourrez... Et puis tu as un petit salon aussi que tu organises. Et après vous pourrez aller dîner chez grand-mère. Et il n'y a pas un petit salon d'antiquaire ou un brocante que tu organises? Alors ça c'est le 21 et le 22 juin. J'espère qu'avec les copinous vous allez nous faire on va faire en sorte, en fonction de nos agendas, parce que malheureusement on dépend beaucoup de nos émissions de télé et autres, mais on fera tout pour qu'une grande partie de la bande d'affaires conclues soit présente pour une fois, pour déjà vous expertiser. Donc là, ça peut être extraordinaire parce que c'est rare de nous avoir et on va faire en sorte d'être un petit peu. Vous expertisez vos objets, évidemment. Ah non, Stéphane expertisera vos objets. Moi, j'expertiserai vos maris, mesdames. Et déjà, parce qu'on a tous quelque chose sur lequel on compte, parce que notre grand-père, notre grand-mère vous a donné, vous a offert un objet, et vous vous dites, qu'est-ce que c'est, j'ose pas. Vous êtes nombreux à vouloir rentrer dans notre émission, mais on a 1000 à 1500 demandes par jour. C'est compliqué. Donc, eh ben, on va être là pour vous faire vos expertises, vous dire si vous avez des trésors. Si c'est des trésors, faire en sorte de vous aider à passer dans notre émission, parce qu'on connaît les producteurs. Ça aide, et en même temps peut-être pourquoi pas vous acheter et avoir un stand. Moi j'en aurais pas parce que je l'ai trop fait et ça me fatigue, mais être là pour vous expertiser vos objets avec certains copains dont mon Steph que j'obligerai à venir, vous vous en rendez bien compte, plus d'autres. On attend François qui va arriver là bientôt, qui fait aussi partie des premiers qui a fait conclure avec nous, qui est ébéniste, qui est antiquaire lui aussi depuis toujours. Tu parlais de patrimoine. Moi, François, je l'ai connu il y a 40 ans, où il était l'ébéniste des grands antiquaires qui alors lui, pour le coup, il connaît très bien le mobilier qui va arriver. Et ce, le 21 et le 22, je crois, juin. Et ben nous, on fera en sorte d'être là pour mettre un gros bordel dans votre ville et ça va être super sympa. Si elle le dit, c'est que ça va. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Et voilà, déjà, on en a déjà un. Ah ben on a déjà le meilleur. Mario, on a combien de brocanteurs? On a une dizaine. Comment? Une dizaine. Voilà. Et ben nous, on fera gratuitement les expertises en échange d'un billet pour visiter le musée. Parce que moi, l'argent n'est pas vulgaire, il faut en parler. C'est comme ça qu'on vit, les amis. On ne vit pas que d'amour et de friche. Et donc, généralement, quand vous faites expertiser, quand vous allez à Drou ou quoi, c'est payant. Et ben nous, on le fera gratuit. Le câlin gratuit, le selfie gratuit. Il faudra acheter un ticket pour visiter le musée. Pas bête, non? Mais c'est très bien. Et ben voilà. Et puis c'est honnête. Vous êtes d'accord? Oui. Bon, c'est combien le prix de l'entrée du musée? 15 par personne, 15 €. Bon, franchement, 15 € pour une expertise, un câlin, un selfie, ça va pas. C'est cher. On est d'accord. On va peut-être augmenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je prends le câlin. C'est plus cher. Le câlin seul, c'est plus cher. Alors, Je vais être obligé de faire un don au musée. Pas de problème. De toute façon, il y a une exonération d'impôt. Hein, donc, vaut mieux donner pour quelque chose qui nous plaît qu'à l'État où on ne sait pas où ça va partir. Sur le principe. Un peu de la politique. Ah, on ne va pas parler politique. Alors, ça va ta jambe, ton dos? Oui, très bien. Moi j'ai une question, c'est Viviane qui évoquait le mouvement. Alors, on a eu 10 000 visiteurs l'année dernière et on a eu 60% de scolaires. Donc en fait, c'est vrai que ça fait plaisir aux personnes âgées de retrouver leur passé. Mais le but, c'était quand même d'apprendre aux jeunes qui n'en ont aucune idée à quoi ressemblait la vie de leurs arrière-grands-parents. Et c'est ça notre but. Et ils adorent ça. Alors, les gamins, ils sont scotchés à partir de l'âge de 6 ans. C'est incroyable comme ils aiment la visite du musée. Incroyable. Merci Armel.
Oui, bien joué Armel, parce qu'on allait se faire disputer par notre copain là-bas. Fallait en parler de ça. Et d'ailleurs, dimanche, je peux annoncer qu'on a le barrage pour le tournage du programme du Cicadel, qui distribue chaque année en complémentaire du programme officiel à 750 000 élèves des annexions au programme officiel. C'est un organisme d'État qui va générer, parce qu'il a la Cicadel a choisi le musée pour les 3 prochaines années des programmes qui seront diffusés. Voilà. C'est extraordinaire. Non mais vraiment, bravo, moi je suis fière d'être votre amie. Non, je vous explique. On se fait la saucisse grillée et le petit coup de vin blanc en chinant à 6 h du matin. Donc on est très en retard. Il n'y a pas d'heure pour le vin blanc, je suis bien d'accord. Vous, on va devenir copains. Je n'ai pas parlé de la saucisse. Moi, je voulais quand même juste insister lourdement. Je connais Caroline depuis quelque temps déjà. Et Caroline, comme moi, on est très souvent sollicité. Très souvent sollicité, souvent pour des choses qui en valent la peine. Malheureusement, il faut trier. Et si Caroline a accepté d'être marraine de cet endroit, c'est vraiment qu'elle sent, qu'elle sait, c'est pas que par amitié. L'amitié, ça compte évidemment énormément dans une vie. Mais on peut avoir des amis incapables de faire quoi que ce soit positif aussi. C'est un problème, ça existe. Et là, si Caroline accepte sous des dehors comme ça, amusant, elle est jolie, elle est ravissante, elle est drôle, elle bouge beaucoup, elle parle beaucoup, mais elle a une tête, et je peux vous dire que dans sa tête, il se passe énormément de choses, et si elle a accepté, c'est que ça en vaut vraiment la peine, qu'elle y croit, et j'y crois aussi. Voilà. Oh. C'est vrai, il n'a pas tort. On me demande pratiquement toutes les semaines d'être marraine d'une association, voire 2-3 fois par semaine. Et des associations où j'ai vraiment envie de toujours dire oui, parce que ça touche les enfants, ou les personnes âgées, enfin tout ce que j'aime. Et je refuse tout le temps. C'est la première fois que j'accepte d'être officiellement la marraine d'un endroit, parce que ça touche tout ce que j'aime en fait. Et là, j'ai trouvé en ce musée, et en mes amis bien sûr, tout ce qui est important pour que notre vie continue. On suppose que je viens de dire, vous trouvez pas? Franchement, je trouve que c'est un bon final. Non? Allez.